bien entend bien. QEJ, donc ne vous inquiétez Et pas on vous pour ça. entend pas. C'est normal, voilà, c'est parti. Bonsoir à tous. Bienvenue au Pilot Club, donc le fameux club où on regarde des vidéos de Flight Simulator. On essaye de savoir pourquoi les pilotes sont crashés. Donc on va commencer avec le crash du... Non, je rigole, évidemment, ne partez pas. Là-bas, j'en vois qui partent. Non, restez avec nous parce qu'évidemment, on va regarder un pilote de série. Mais vous allez voir tout de suite qu'on est peut-être un peu scénariste parce que un pilote de série, c'est un peu comme un décollage d'avion. Faut savoir que c'est un objet très compliqué, complexe, et puis vous n'êtes pas tout seul au volant, hein, vous emmenez avec vous, il y a 300 passagers qui comptent sur vous à l'arrière, les producteurs qui sont là en train de vous guetter si vous n'allez pas vous cracher, et puis vous êtes un peu tout seul au volant, et puis il faut décoller. Et voilà, et donc c'est ça qu'on va essayer de comprendre ce soir, comment on ne se plante pas de piste d'atterrissage, comment on répond bien à la tour de contrôle, le diffuseur qui vous emmène pas forcément au bon endroit, et comment on fait décoller une série. Exactement, c'est donc un événement par les scénaristes, donc nous, des scénaristes du collectif La Claque, pour les scénaristes, donc vous. Et voilà, donc on est ravis, c'est l'occasion de parler de techniques d'écriture, de management, de projets, de séries évidemment, et de la création pour grandir ensemble avec l'expérience de tous. Donc voilà, cette soirée s'est organisée par le collectif La Claque, comme j'ai dit, et on va leur demander de monter sur scène tout de suite pour vous les présenter. On a deux, on a un absent et une retardataire, mais voilà, retardataire évidemment qui arrive. Alors donc, dans l'ordre, Hugo Cierzniak, réalisateur et scénariste. Vladimir Roulet. Je suis pas du tout dans l'ordre. Sarah Vargas. Qui sont les deux, Nicolas qui arrive du coup. Baptiste Gourdin. Alice Alali. Et moi. On est ravis de partager avec vous le savoir et l'expérience de plein de créateurs, à commencer par Sarah Vargas et Camille Coas ce soir, pour le Vortex. Dans le Vortex. Et voilà, on espère qu'on aura beaucoup d'autres soirées comme ça pour les années à venir. Bravo. Merci à tous nos partenaires qui sont pour l'instant donc la Cité des scénaristes et en particulier Pauline Rocafoul qui nous a aidé à faire naître ce projet. Paper to Film qui est aussi pour la retranscription prochaine et la Fémis qui participe aussi à la communication autour de ces soirées. Sarah et Camille ont plein de choses à nous dire sur l'écriture de Vortex. Et juste avant, on vous projette le pilote, comme ça vous l'avez bien en tête. On en parle juste après. Bonne production. C'était bien. Voilà. Première partie réussie. Et du coup maintenant on va parler de ce pilote avec Sarah et Camille pour détailler un peu l'écriture. On a à peu près 3 quarts d'heure de questions, on ouvrira un petit peu pour des questions à la fin pour le public. Voilà. Alors, du coup on va commencer, on a 4 chapitres, donc on va faire ensemble. Une première partie assez importante sur l'écriture. Ensuite, on parlera du scénariste créateur avec les autres métiers du plateau. Et donc le scénario à l'épreuve du plateau, c'est la deuxième partie. Ensuite, les relations producteurs-diffuseurs. Et enfin, les leçons à tirer de cette création que Sarah et Camille ont tirées pour la suite. Voilà, la suite de la prochaine création. Alors, on commence tout de suite avec l'écriture et les origines du projet. Qu'est-ce qui vous a, quand on vous a appelé pour reprendre le concept de Frontilier, qu'est-ce qui vous a séduit, comment vous vous êtes dit ça va nous parler et voilà, qu'est-ce qui vous a convaincu? Alors ça a commencé à Salimania, on faisait la fête et on dansait. On a rencontré Romain Turlure et Iris Bucher. Et puis en fait ils nous ont dit que Frontilier avait écrit
une idée sur deux personnes qui ne se connaissaient pas, qui écrivaient et résolvaient des enquêtes policières à travers en utilisant un vieil ordinateur des années 90. Donc sur deux temporalités différentes, entre 1995 et de nos jours. Et c'était genre en 2018. 2015 même, je crois. Ça a commencé il y a très très longtemps. Et du coup, nous a demandé, lui il était plus disponible, il nous a demandé voilà, de se réapproprier l'idée et de faire quelque chose d'un peu moderne avec une histoire d'amour. C'est exactement ce qu'on a fait. Et on était à fond à l'époque sur Black Mirror. Je ne sais pas si vous vous rappelez de Black Mirror, il y a un épisode où un type met des lentilles et il peut revenir en arrière et enregistrer tout. C'était un début d'inspiration et on s'est dit, mais en fait, et si les flics avaient ce genre de trucs, ça pourrait les aider pour résoudre les enquêtes, etc. Et donc, voilà. C'est comme ça. Et qu'est-ce qui reste aujourd'hui, globalement, de cette idée de frontalier et du coup, par rapport à l'apport que vous avez fait? La différence, c'est qu'il y a toujours cette communication temporelle, temporelle. J'invente peut-être des mots. Mais c'est ça qui est vraiment resté. Et les personnages s'appelaient Ludovic et Mélanie, et c'est resté aussi. Donc c'est vrai que le projet a beaucoup changé, mais Franck a été hyper respectueux de notre travail et tout. Alors c'est une intro, donc on va pouvoir donner quelques chiffres. Est-ce que vous pouvez nous dire combien de versions d'écriture il faut pour arriver à un pilote comme ça? Et combien de versions de dialogue? Du coup, j'allais dire 7, mais en fait, Camille vient de me dire 12, donc finalement. En fait, ça dépend. C'est-à-dire qu'on avait quand même 3 auteurs avec nous. Après, là, c'est vrai que pour le pilote, on n'était que toutes les deux. La chance qu'on a eue, c'est qu'on a eu le FAI. Du coup, on a écrit un pilote grâce à l'argent du FAI. Que France Télé a lu directement. Donc on n'est pas passé par des versions de séquencier. Même interne avec les prods, il y a eu 0 version de séquencier, ce qui était quand même génial et très rapide du coup. Et ils ont aimé le pilote. Après, on a fait pas mal de versions parce que forcément, au fur et à mesure où les arches et les épisodes s'accumulaient, il fallait revenir dans le pilote pour le modifier. On va en reparler après. Donc du coup, sur le pilote, il y a eu combien C'était plutôt 12. En fait, il y en a eu 8. On va dire vraiment grosse. Et puis après 12, c'était au repérage. C'était modifier les queues de scène, changer. Avant, c'était la plage du phare qui était vraiment située à Brest. Ils ont trouvé d'autres plages qui étaient plus pratiques, moins pratiquées. Et donc, on a forcément un peu modifié. Donc, il y avait plein de petites choses comme ça qui étaient. On était appelés sur WhatsApp. Ah, en fait, est-ce que vous pouvez modifier ça ou ça? C'était des petites choses. Ouais. En fait, à la fin, il y a eu pas mal de petites versions finales au moment de la réalisation du tournage. Mais finalement, il n'y a pas eu tant que ça. Enfin, moi, je dirais qu'il y en a eu peut-être 6 ou 7 vraies versions, avec les retours du diffuseur, des scènes à rajouter, des scènes à enlever. Mais peut-être qu'il y a marqué V12, mais c'est parce qu'il y a aussi les lecteurs comédiens, le réalisateur, enfin, voilà, et la réalité du tournage qui sont arrivés ensuite. Ouais. Bon, en tout cas, c'est toujours intéressant de savoir voilà, le travail qu'il y a derrière un résultat comme celui qu'on a fait. On va parler de structure. C'est toujours hyper intéressant. Là, on est dans un mélange de genres avec Vortex. Il y a du polar whodunit, il y a de la science-fiction, il y a une histoire d'amour. Et donc, c'est intéressant de voir comment est-ce qu'on structure en mélangeant tout ça. Alors, est-ce qu'on peut afficher le fil à fil, s'il vous plaît? Document de travail bien connu des scénaristes. Merci, Enzo. Charles, pardon. C'est le nom de ton personnage. Exactement. C'est la fonction le Ouais, en fait, il y a toujours une petite latence, comme on a vu. Alors, donc, on a découpé le pilote. Donc, ça, c'est le fil à fil. Donc, voilà, vous faites tout ça. Donc, l'histoire en post-it ou tiret. Voilà, c'est des tirets, c'est plus simple. L'idée là, c'est qu'on a découpé donc acte, donc teaser, c'est facile, juste avant le générique. Acte 1, clip d'acte 1, c'est du coup Ludo voit Mélanie qui court sur la plage, comme en 98 quand il est dans la salle verte pour la première fois. Elle se retourne quand il l'appelle, mais donc c'est un peu, voilà, ça reste, voilà, et il court vers elle, mais il se prend le mur de la salle. Donc c'est un cliff en plus physique. Voilà. Ensuite, cliff d'acte 2, est-ce qu'on peut passer là?
Très bien. Ludo pense que... Alors, attends, qu'est-ce que j'ai mis Ludo dans la pièce. Ah oui, c'est Mélanie qui se rend compte que Ludo, du futur, a dit la vérité, c'est qu'il est vraiment Ludo du futur, parce qu'elle retrouve le paquet de clopes dans la boîte de céréales. Et Cliff d'acte 3, Ludo comprend qu'il ne peut en parler à personne, qu'ils sont seuls, lui et Mélanie, dans cette histoire, et qu'ils vont devoir résoudre cette affaire tout seul. Et Cliff d'épisode, en fait, Mélanie n'a pas eu un accident, mais elle a été assassinée. Donc, ce qu'on remarque dans ces cliffs, c'est que ce sont des cliffs plutôt drama, et pas des cliffs polars, alors qu'on est quand même dans un thriller. Dans un polar de mythe, pardon. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler de ce choix ? Pour nous, c'était très important que l'intrigue A soit vraiment sur l'histoire d'amour et sur le problème de Ludo, qui est qu'il veut sauver Mélanie. Pas sur qui a tué Zoé Lévy, puis in fine Mélanie et les autres femmes. Donc, comme on voulait toujours revenir à notre thématique qui était le dilemme entre ces deux femmes, enfin le deuil impossible mais qui s'y entraînait, le fait que du coup il veut être avec Parvana mais il veut aussi être avec Mélanie mais elle est morte mais il veut la faire revivre, on voulait que tous nos cliffs soient beaucoup plus liés à ça que juste on trouve un nouvel indice. Et du coup, très bon exemple, on a échoué du coup, puisque le cliff du pilote est un cliff polar, et on avait pourtant mis tellement d'énergie à convaincre nos producteurs que ce serait cool de terminer sur un cliff émotionnel qui était vraiment la thématique de la série, c'est-à-dire l'hésitation de Ludo entre ces deux femmes, le fait qu'il est coincé. Et si vous regardez l'épisode 2, c'est donc le teaser de l'épisode 2, parce que le pilote était trop long, encore une leçon pour la suite. Il a été minuté, je crois, à 1h10, donc il fallait couper, ils ont coupé certaines scènes, notamment le cliff, qui s'est retrouvé être le teaser du 2. Donc voilà, c'est un cliff polar, elle a été assassinée, et nous ce qu'on se disait c'est, mais le public sait très bien qu'a priori elle a été assassinée, ce n'est pas une énorme surprise, mais voilà un grand échec. Un premier avec un réalisateur. Voilà, non mais c'est intéressant parce que du coup c'est vrai que est-ce que, du coup ça a été un combat de défendre cette ligne drama, donc on va en reparler. Non, vas-y, enchaîne, et moi je reprends. Du coup, c'est aussi, donc on va parler de mélange de genre, c'est une série de science-fiction. Vous avez donc créé tout un monde autour de la VR. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous raconter comment est-ce que vous avez fait pour élaborer ce monde et du coup que tout le monde soit bien d'accord, qu'il soit bien clair avec les diffuseurs et les producteurs, dans quel monde on est, comment marche la VR et voilà, comme ça, clair. On a créé un document qui s'appelle la charte Vortex, qui faisait bien 8-9 pages. Il y avait un Q&A avec toutes les questions de est-ce qu'ils peuvent se toucher, comment ils se déplacent. Par exemple, il y a zone A, zone B, zone C, c'est parce que en fait, techniquement, si la scène de crime fait 30 mètres carrés, mais qu'en fait, si la scène ne fait que 10 mètres carrés, ils sont obligés d'avoir 3 zones qui se déplacer. Enfin, c'est un peu chiant, mais voilà. Donc, il y avait plein de questions, en fait, toutes les questions qu'ils posaient, on les a toutes mis dans le document. Comme ça, à chaque fois, ils avaient une réponse et c'était extrêmement clair pour tout le monde. Et après, on passait aux comédiens, aux techniciens, à la script, tout le monde était au courant de ce qui était possible et pas possible. Oui, parce que du coup, vous avez, il y avait plein mal de recherches sur la VR, comment ça marche. Peut-être que vous pouvez en parler justement de détails techniques, justement comme ça. On avait discuté avec un gendarme, donc il était assez fier de dire qu'ils étaient en avance par rapport aux policiers. Eux, ils pouvaient avoir la scène de crime en 3D sur l'ordinateur et que lui, en tout cas, ne trouvait pas ça invraisemblable qu'un jour on puisse être dans une salle VR. Il a dit, bon, peut-être pas en 2025, mais voilà, pour des questions d'âge, d'acteur, on n'avait pas trop le choix. Et il fallait avoir 98. Mais il y croyait, donc on a pu lui poser des questions. On a aussi posé des questions au cousin de Sarah qui s'y connaît bien aussi en VR. Alors, on va continuer un petit peu sur le polar. Vous avez une enquête sur 2 temporalités, plusieurs fausses pistes. Vous pouvez nous raconter un peu comment vous avez conçu le polar de ce premier épisode? Il fallait quand même poser beaucoup d'éléments et en même temps en peu de temps, vous disposiez que de peu de temps pour peu de scènes pour le faire.
Sur le polar, on s'est inspiré de notre mère à tous, c'est-à-dire Engrenage. Parce qu'on trouve que c'est la série la plus réaliste, où il y a toujours de la tension, où on s'attache énormément aux flics, et c'était notre inspiration principale. Après, de toute manière, on avait quand même une pression de la chaîne, et ils avaient raison pour que l'enquête soit crédible, avance, soit tout le temps compréhensible, alors que par moments, Ludovic ne comprend pas lui-même ce qui s'est passé, à cause des effets papillons au fur et à mesure des épisodes. Et surtout, on avait un consultant policier, donc un commissaire divisionnaire, Christophe Gavard, qui relisait tout ce qu'on faisait en fait, et qui nous conseillait, qui nous disait ça c'est crédible, ça c'est pas crédible, et qui refaisait même les dialogues, parce que obstruction, enfin c'était pas obstruction, c'était quoi? Je vais te coffrer pour obstruction. Il disait bah ça c'est pas possible, ça fait série américaine. Donc il disait. Je me rappelle, on avait fait l'interrogatoire dans un bureau avec des vitres teintées. On pouvait voir, sauf que non, mais ça c'est que dans les séries américaines. Enfin, peut-être qu'il y a 1 ou 2 bureaux à Paris, mais certainement pas à Brest. Tout ça en fait, ça a vraiment contribué à rendre la série la plus réaliste possible, alors que pourtant il y a un élément fantastique et la science-fiction. Du coup, oui, parce que du coup, ça c'est votre rêve polar, Engrenage. Vous aviez des rêves pour la partie science-fiction VR, parce qu'on vous compare beaucoup à Minority Report dans les articles qui sortent en ce moment. Vous aviez des rêves. Pas Minority Report. Et Black Mirror, du coup aussi. Il y a aussi des comparaisons avec Fréquence Interdite, mais Sarah l'avait pas. Vous l'avez pas vu en fait. Ouais, moi je crois que je l'avais vu après. Alors l'histoire que vous racontez, c'est celle d'un amour impossible. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous avez fait pour que dès le pilote, ça reste l'histoire principale et qu'on ne se laisse pas emporter par d'autres fils d'intrigue? C'était dur. Parce que la chaîne, enfin il y avait beaucoup de... Ils voulaient complexifier l'enquête polar et donc nous en fait on répétait, mais on restait toujours calme et poli sur le fait que c'était l'histoire d'amour était vraiment l'histoire principale. Et après on a vraiment réussi à convaincre Iris et Roman qui sont les producteurs. Et ils étaient aussi à fond. Pour eux, c'était aussi le plus important. En fait, c'était le plus émotionnel, finalement, l'histoire d'amour. On pleure pour eux. C'est pas qu'on s'en fout de qui a tué qui, mais je pense pas si, pour ceux qui ont vraiment regardé la série, les scènes les plus marquantes, c'est pas « Oh mon Dieu, ma femme a été assassinée ». Et du coup, il y a eu plusieurs versions de teaser. En fait, le gros challenge sur cette histoire d'amour impossible, c'était que Parvana et Mélanie soient au même niveau. C'est-à-dire que souvent la chaîne disait non mais l'histoire de Mélanie et Ludo c'est une histoire mythique, c'est ça qui l'a fait revenir, il faut que ça défonce, que ce soit d'un romantisme faux, il faut que les gens disent je t'aime à chaque épisode. Et nous on était là mais du coup on perd tout le concept de la série, c'est-à-dire ce dilemme en fait. Et du coup c'est peut-être ça le challenge, c'était de garder Parvana à un niveau où on se dit bah non mais c'est sa femme depuis 15 ans, il a un enfant avec elle. Oui, il est toujours amoureux de Mélanie, il n'a jamais cessé d'être, mais il est aussi hyper amoureux de Parvana. Et si Parvana disparaissait, il serait complètement dévasté. Donc je pense que c'était plus ça, parce que l'histoire d'amour, comme tu dis, en fait, la chaîne adorait l'histoire d'amour impossible. Et la productrice, c'était son idée d'ailleurs. C'est qu'elle voulait un Roméo et Juliette, une histoire d'amour impossible. Donc c'était quand même le. Ça, franchement, ils nous ont pas. J'avais dit quand même, à un moment donné sur le voilà, on dit, disons que c'était. De temps en temps, ils étaient vraiment adorables tous les deux, franchement. Mais il y avait des mots un peu genre. On s'emmerde un peu dans le polar. Il fallait juste essayer de prendre du recul, demander précisément, comprendre en fait quelle scène les gênait, parce que souvent c'est un début de scène, une scène en fait en réalité, et qui paniquait. Et puis aussi le problème, c'est qu'à force de relire le pilote 1000 fois, ce qu'ils adoraient au début, forcément à force de l'avoir tout le temps dans le enfin, ils commençaient à être un peu pas saoulés, mais bon, c'était un peu écœuré, et du coup ils commençaient à voir les défauts et tout ça. Donc c'était aussi difficile de garder aussi le même enthousiasme du début à la fin. Juste pour finir sur l'histoire d'amour, il y a eu plusieurs versions du teaser pour qu'on tombe rapidement amoureux de Ludovic et Mélanie. Vous pouvez nous raconter un peu la réflexion par rapport à ce teaser, comment on rentre dans cette histoire d'amour? En fait, on a essayé plusieurs teasers. On en a essayé un où on essaie il résolvait une enquête via la VR pour essayer d'expliquer la VR. Ça faisait chier tout le monde. Nous y compris d'ailleurs. C'était hyper long. Ouais, c'était bon. Il y avait un autre teaser où ils se disputaient juste avant et du coup il avait cette culpabilité là, mais en fait on ne s'attachait pas au couple. C'est-à-dire que s'ils se disputent, si c'est tendu, ben, on n'a pas forcément envie qu'il la sauve. Et du coup finalement,
C'est d'ailleurs une histoire que une amie de Sarah avait racontée à Sarah sur son enfant. En fait, on se dit que c'est la petite qui dort enfin que c'est nuit. Elle est choquée, elle pense qu'elle est morte. Et on se dit que en fait, de montrer un couple pas extraordinaire, mais un couple normal, mais qui s'aime, et de montrer à quel point ils s'aiment dans un truc de normalité, c'est ça qui allait nous faire aimer ce couple et on veuille qu'il sauve Mélanie, autant qu'on veut aimer Parvana. Il y a beaucoup de parents qui se sont reconnus, je pense, dans cette scène. Donc oui, et aussi il y a eu un travail sur la lumière pour équilibrer entre les deux femmes, enfin Parvana et Mélanie. Enfin, peut-être. Ouais, bah, c'était ce qu'on racontait tout à l'heure sur le fait que c'était vraiment important qu'elles soient au même niveau. C'est vrai que tout le plateau était très motivé pour ça. Et c'est vrai qu'on voit beaucoup plus Mélanie, elle a pile autant de scènes, on n'a pas fait exprès, mais elle a pile autant de scènes que Ludovic, en fait, dans la série. Alors que Parvana, on a beaucoup moins, et en plus, parce que notre pilote faisait 1h10, il y a des scènes de complicité entre Ludovic et Parvana qui ont été coupées. Donc, même Pierre-Yves Bastard, donc le chef-op, même jusqu'à la fin, je crois, jusqu'au 6e épisode, en fait, il faisait une lumière toujours plus chaleureuse sur Parvana, pour qu'on se dise quand elle est là, on l'aime, on a envie d'être avec elle, parce que plus ça devenait bleu, plus on se disait, oula, elle est relou, évidemment, elle veut les empêcher de se voir au bout d'un moment, enfin voilà, c'est très compliqué. Donc, ouais, ils étaient très investis dans cette mission. C'était bien. Tout le monde voulait raconter la même histoire, quand même. Mais ça, c'est une chance incroyable. C'est pas toujours si facile sur tous les projets. Ensuite, il y a eu le challenge de l'humour et l'émotion qui a fallu bien caler sur, en termes de curseur aussi. Et aussi de garder, que ce soit important, pareil, par rapport au polar. Est-ce qu'il y a il y a notamment le cas où justement Ludo qui doit dire je t'aime. C'est tout un truc que vous avez voulu construire, je t'aime à Mélanie, à son fils. C'est des moments que vous aviez construits, parce que peut-être vous en parlez de la réflexion de ça par rapport à l'émotion. J'ai l'impression qu'il y a deux choses. C'était le fait que, effectivement, comme disait Sarah, pour avoir vraiment cet équilibre Mélanie Parvana, on ne voulait pas qu'il commence à dire tout de suite à Mélanie je t'aime. D'accord, merci Parvana. Donc on voulait juste que ça monte au fur et à mesure, et plus il passait du temps dans cette VR, plus il retombait amoureux de Mélanie. Et donc on voulait que ce soit vraiment ouais, exactement. Le dernier moment où il la voit, qu'il lui dise je t'aime. Bon, après, la réalité c'est que ça a été un peu changé et que finalement il était un peu plus tôt. C'était un peu dommage. Mais enfin, notre objectif c'était ça à la base. Et après, l'autre question qui était sur l'humour, on adore l'humour. On trouvait que c'était important de ne pas avoir quelque chose de trop premier degré, de trop plombant. C'est quand même une histoire assez drama. Et que l'humour, ça permettait de rééquilibrer, d'avoir des moments soufflés. Et puis aussi, ça permet de s'attacher plus facilement au personnage. Non, mais aussi, je pense qu'on a eu de la chance aussi sur le choix du réalisateur. D'ailleurs, en fait, les prods ont été vraiment cool parce qu'ils nous ont demandé quel réalisateur on voulait. Et on a fait une liste. Et on l'avait mis en number one. Donc, il a rencontré Iris et Roman et ça a été le coup de foudre. Et du coup, on a eu Slimane et tout le monde était content. Et Slimane adore aussi l'humour. Baptiste Béraud, le réalisateur. Et en gros, lui, il a poussé ça même au casting, etc. Le casting de Agathe, par exemple, la technicienne. Et c'est vrai que sur l'émotion, la chaîne a toujours énormément poussé sur ça. Ils avaient peur que ce soit pas assez émotionnel, que ce soit trop technique, technologique, et qu'on perde un peu les téléspectateurs. Et c'est vrai que nous, notre combat là-dessus avec Camille, c'était de jamais tomber dans le pathos. Et par moments, on est à 2 secondes près de ralenti du pathos. Et il y a eu des allers-retours sur les montages, sur est-ce qu'on peut couper 3 secondes de ralenti. Et Slimane disait ouais mais la chaîne veut 3 secondes de plus. Donc en fait moi je choisis ma mère qui dit que c'est bien. C'est bon là, t'as le bon nombre de secondes de ralenti quoi. Donc voilà, mais tout le monde était à fond pour l'émotionnel et d'ailleurs ils nous répétaient toujours d'aller plus loin dans l'émotion, plus loin. D'ailleurs c'est même les diffuseurs qui nous ont dit de remonter. Alors désolé ça va un peu un spoil mais à un moment donné il y a un personnage important qui disparaît. Et c'est les diffuseurs qui nous ont demandé de le remonter et vraiment d'y aller à fond là-dessus alors que nous on voulait le garder plutôt en fin de saison et ils ont eu raison donc franchement ça marche. Super. Alors on va parler un petit peu d'organisation de l'écriture. Comment ça s'est passé? Comment vous avez choisi votre organisation? Est-ce que vous avez fait un atelier? Est-ce que vous étiez toute seule? Voilà, vous nous décrire un peu votre méthode. On a essayé de recruter ensemble, on a fait les arches ensemble.
c'est-à-dire un document de 40 pages à peu près, donc, qui était presque des synopsis, c'était des synopsis. Et après, on a fait un atelier séquencier avec 3 autres auteurs très talentueux, dont un dans la salle, aujourd'hui, tout au fond, Guillaume Clochard, Louis Aubert et Marine Lacheneau. Et puis il y avait aussi Pearl Salmazon, qui était avec nous, qui était coordinatrice d'écriture. Et c'était génial. Ensemble, en fait, on a briqué tous les épisodes, on a fait tous les post-it et on a exploré toutes les possibilités et toutes les dead-ends. Et on a construit les épisodes et vraiment presque écrit les séquenciers sur place pendant 5 semaines. Ouais. D'accord, et en termes de comment vous avez mis en place l'atelier pour que tout le monde s'entende bien, pour qu'il n'y ait pas de drame humain, est-ce que vous avez des techniques à faire passer à nos auditeurs? Ah oui, on a écrit des petites règles, genre pas de portable, on dit pas non aux idées, on dit oui et. Il n'y a aucune idée de merde, parce qu'il faut toujours rebondir sur une idée moyenne. Donc c'était vraiment pour que tout le monde soit à l'aise. D'ailleurs, tout le monde était très à l'aise, c'est très difficile de régler en placer une. Donc c'était très efficace. Et après, peut-être que ça a duré toute la journée, c'était beaucoup. Je pense que le prochain jour, on fera un peu une matinée. Enfin, les matinées, genre 4 matinées par semaine, pendant un peu plus longtemps. En fait, on a vraiment appris au fur et à mesure, parce que c'était 10h, 17h, et c'est vrai que les règles d'or de la Writer's Room, au départ, il y en avait 3, puis à la fin, il y en avait genre 20, dont les pauses. À 11h, en fait, on avait une alarme à 11h et à 15h, où on partait s'isoler avec Camille pendant entre 10 minutes et 40 minutes pour résoudre des problèmes, et aussi parce qu'on avait des auteurs qui avaient énormément d'idées. Et du coup, on savait pas d'où ça allait partir. C'était très très vivant. Et par moments, moi je regardais Camille, j'étais là, mais qu'est-ce qu'elle en pense? Est-ce qu'elle pense que c'est bien, que c'est pas bien? Qu'est-ce qu'on fait? Et au bout d'un moment, il y a un genre de panique où tu te dis, mais comme d'habitude, on a l'habitude de se mettre d'accord à 2. Forcément, là, on avait besoin de ces moments-là aussi pour se mettre d'accord et pour repartir sur des rails après. Donc il y avait ça, il y avait aussi la règle du déjeuner, on n'a pas le droit de parler de la série. Parce que c'est généralement là qu'on a des bonnes idées de merde aussi. Donc, et puis même ça nous permettait de parler des choses et déjeuner avec les prods. En fait, on était à la prod là-bas et c'était pas mal parce que ça permettait de les updater un peu sur ce qu'on faisait. Et donc on avait du lundi au jeudi. Heureusement, on avait le vendredi off parce que c'était quand même assez intensif. Et ce qu'on a fait, donc on a fait 4 semaines comme ça. Et la 5e, on a pitché. En fait, on faisait un jour un pitch. Donc on s'était entraîné quand même pendant une semaine avec tous les auteurs. Chacun pitchait son épisode. Et ça prenait pas mal de temps, ça prenait 1h30, 2h face au producteur. Donc ce qui était génial, c'est que ça nous évitait de faire une version écrite où on allait prendre du temps. Il nous disait tout de suite, ça c'est oui, ça c'est un décor orphelin, ça c'est non. La scène à la James Bond, en fait, il y aura pas de voiture, il va courir dans la sur les falaises à la place, etc. Et ensuite, il nous restait une semaine, je crois. Et en fait, ce qui était bien, c'est qu'on avait encore les bureaux. Donc sur place, tout le monde a écrit sa vidéo, enfin V1 séquencier. Du coup, dès qu'on avait un problème, on se réunissait tous. Enfin, si quelqu'un avait un problème sur son script, on pouvait se réunir tous, trouver une solution et chacun repartait à écrire son script. Ouais, c'est exactement ça. C'est top. Et du coup, vous aviez ces temps de pause où vous débriefiez, il y avait des temps où vous rédigiez, ou c'était chacun qui rédigeait après son épisode? Comment ça vous avez pensé Nous, on avait déjà écrit le 1, donc on a écrit effectivement le 2 en room. C'était quand chacun partait pour écrire, parce qu'en fait, quand même, Pearl écrivait en détail tout sur son point, on se mettait d'accord avec des bullet points hyper détaillés. Il y avait déjà bien 7-8 pages de notes par épisode. Donc en fait, à partir de ça, il pouvait quand même faire un peu ce que tu as montré, c'est-à-dire le squelette, et puis partir en rédaction. Donc on est toutes les deux parties en rédaction, on leur a montré l'exemple, parce qu'on était allé tellement vite pour le pilote, qu'on avait fait un séquencier vite fait en interne, on n'avait pas un vrai séquencier à leur montrer comme exemple. Donc on a rédigé un peu plus vite l'épisode 2 pour qu'ils puissent voir et se coller sur... Parce que c'est compliqué, en fait, quand c'est une mini-série, pour les auteurs, de se coller sur un style qui, en plus, c'est pas une série récurrente, ça s'arrête au bout du 6e épisode, donc c'était pas évident pour eux aussi. Il faut trouver le ton tout de suite, quoi. Et ce qui est génial, c'est que vous mettez une énorme place à l'oral, le raconter à l'oral, et en fait, c'est quand même votre travail de raconter des histoires, et l'oral, c'est quand même hyper efficace, donc c'est une bonne leçon pour tout le monde. On va passer à la deuxième partie de notre discussion, qui est sur donc, le scénario, les scénaristes avec les autres postes. Donc, on va parler de la prépa.
Donc, qu'est-ce que vous avez fait pendant la prépa? Comment vous avez aidé l'arrivée aussi du réalisateur? J'imagine qu'il y a le premier assistant à ce moment-là aussi, et le chef opérateur. Il y avait le deuxième, premier, deuxième, la script. En fait, on avait un groupe WhatsApp avec la script, le premier assistant et le deuxième. Et on avait aussi un groupe WhatsApp avec Slimane. Et que avec la script aussi. Et qu'avec la script aussi. Beaucoup de groupes. Et à chaque fois qu'ils avaient des questions, et ben, ils nous demandaient, et on a refait aussi des scripts avec eux pour vérifier tout. Vraiment, c'était beaucoup de détails. Enfin, les horaires, parce qu'ils voulaient que, par exemple, Slimane voulait que il soit 17h sur la plage, parce que c'était plus joli pour la lumière, etc. Pour le vortex. Est-ce que c'était techniquement possible? Donc on devait refaire et vérifier, checker avec la script si tout collait et comment on devait faire tout ça. Donc c'était plein de petits trucs comme ça, mais du coup c'était hyper carré, c'est génial. Et en prépa, je pense qu'il y a eu aussi les castings. Et ça, c'était cool parce qu'on était quand même. On donnait notre avis, même si celui-là était bon. Voilà. Je sais pas si c'est très consultatif. Mais c'était cool, c'est que du coup, on regardait vraiment toutes les vidéos de casting de tous les comédiens. Et que quand même, ils nous invitaient pour qu'on les regarde avec eux. Et pour choisir ensemble un peu ce qu'on préfère. Et ce qui était cool aussi, c'est qu'avec Camille, on avait décidé un peu de partir toutes les deux, faire des repérages à Brest, parce que c'est nous qui avions choisi l'endroit. Et ça nous a permis de faire un moodboard en fait, avec énormément de photos des endroits où on voulait placer l'histoire. Donc déjà, ça nous a beaucoup aidé pour l'écriture, parce que le cours d'Ajo devant le tribunal, le pont de recouvrance, les falaises de Plouzané, etc., on les avait prises en photo, quoi, donc c'était cool. Et aussi, on avait profité pour faire un moodboard de comédiens qu'on voulait. Et du coup, on avait mis Hugh Jackman. On a eu le Hugh Jackman français, donc Thomas Sisley. Et on a mis Zineb Triki qu'on a eu. Et c'est vrai que ça a permis aussi, je pense, d'influencer un tout petit peu les choix qu'on... Les aider à choisir pour les repérages. Parce qu'au début, on avait pris une plage juste à côté de Brest, qui s'appelait la plage du Petit Milieu. Mais bon, tout le monde se foutait de notre gueule, donc on a dû changer par la plage du Phare. Et finalement, au repérage, ils ont trouvé une plage qui s'appelait la plage de Corsen, qui était plus grande, etc. Et on a changé un peu. Mais on utilisait par exemple le phare dans l'écriture pour se repérer dans le temps. Et en fait, on a du coup modifié ça. C'est un exemple d'une nouvelle version qu'on a dû faire à cause de ça. Mais elle est magnifique la plage, donc c'était un bon choix. Après, il y a eu un moment panique parce que Slimane avait un peu peur de la météo. Et a demandé si on pouvait tourner en Corse. Mais finalement, il a eu un temps magnifique à Brest. Donc, c'est bien passé. Et vous avez aussi essayé d'avoir des castings avec des fiches personnages ultra détaillées, peut-être que tu nous en parles un peu. C'était le moment du casting pour aider les comédiens à vraiment se mettre dans leur rôle. La production nous avait demandé de faire des fiches perso avec dans des bijoux ou pas, qu'est-ce qu'ils aiment, plein de petits tics, etc. Et on a transmis. Super. Et par rapport aux comédiens, est-ce que vous avez eu l'occasion de faire des lectures avec les comédiens et en quoi ça a influencé l'écriture? On a fait une lecture mais très rapide de juste certaines scènes et il n'y avait pas les héros. Donc c'était vraiment dommage parce que pour avoir fait des lectures comédiens vraiment longues avec absolument tout le monde, c'est ultra riche parce que tous les comédiens posent des questions. Dès qu'il y a une réplique qu'ils n'arrivent pas bien soit à comprendre, soit à se mettre en bouche, on peut la changer ensuite. Ça, je pense que c'est un petit moment qui, malheureusement, avec les dispos de tout le monde, fallait commencer à tourner. On était en plein été, ils ont commencé mi-août, je crois. C'était compliqué, quoi. Donc on les a pas eus et c'est un tout petit peu dommage. Mais après, ce qui était cool, c'est qu'avec Camille, on est allé sur le plateau très tôt, c'est-à-dire, je crois, après la fin de la première semaine. Et du coup, les crises, entre guillemets, enfin, les petits couacs qu'il y a eu à ce moment-là, on a pu les résoudre sur place, mais parce qu'on était sur le plateau. Mais après, grosso modo, ça allait quand même bien. Les petites interrogations qu'ils avaient sur leur personnage, etc. Vous auriez aimé avoir des lectures, justement, un peu plus longues? Ça, en fait, en France, il y a quelque chose qu'on ne fait pas, c'est de payer les comédiens pour ce genre de moments sur la prépa, et ça manque énormément, et du coup, c'est très difficile d'avoir des lectures longues avec les comédiens. Mais voilà, et du coup, heureusement, on s'en sort, mais c'est vrai que ce serait bien d'avoir plus, quoi. Oui, sur le décor, il y avait le phare, je parlais du phare tout à l'heure. Peut-être que tu peux nous raconter, à l'écriture, il y avait quelque chose avec le phare symbolique assez fort sur la série, que vous avez dû enlever au final, mais qui parlait de l'ambiance, qui mettait une ambiance
un petit peu? En fait, on utilisait le phare pour les transitions de scène avec Sarah. Et aussi, on voyait qu'il avait changé en fait en 27 ans. Donc c'était surtout pour ça. Mais après, Slimane, dans la réalisation, il a mis d'autres effets qui montraient la différence entre le temps entre 98 et 2025 de toute manière. Donc heureusement, il était là et il a rajouté plein de petites choses qui font sel, qui marquent, on sait tout de suite à l'image si on est en 98 ou en 2025. Et on va tout de suite parler de Slimane. Quel était votre rapport justement avec le réalisateur en dehors du fait que c'est vous qui l'avez choisi, c'est quand même super. Voilà, comment vous avez travaillé avec lui et est-ce que vous avez des bonnes pratiques pour travailler avec un réalisateur? C'était génial. On ne peut que le recommander. En fait, il était hyper carré. Il posait des questions très très précises. Et par exemple, on a discuté ensemble de comment est-ce qu'en fait on marque la différence entre Tomer Ludo qui est dans la VR et Mélanie en 98. Et il suggérait par exemple l'idée qu'on entend ces bruits de pas comme dans une salle, mais elle non, c'est le bruit de ses pas sur la plage. Il y a du vent sur elle, mais pas sur lui. Donc pendant le tournage, il y avait juste un mini truc de vent qui était dirigé pile sur elle. Et il fallait surtout pas que ça lui touche les cheveux, donc il fallait lui coller pour pas que ça bouge. Donc, on a plein de petites techniques comme ça, ou la caméra aussi qui passe derrière le dos de Ludo. Et après, bim, on se retrouve nuit noire, parce que pour Ludo, il est toujours 17h, c'est toujours la même scène, la même heure. Mais pour elle, ça change, c'est pas du tout le même temps, il pleut, il fait beau, il fait nuit. Même à un moment donné, on n'a plus donc c'est trop compliqué. Mais pour vraiment marquer la différence, avec Sarah, on avait écrit dans le script qu'ils discutaient, puis d'un coup, en fait, la plage du Timinu qu'on avait choisie, c'était aussi intéressant parce qu'elle est complètement recouverte à marée haute. Et donc, elle se retrouve, en fait, les pieds dans l'eau, et en fait, elle est obligée de partir parce que marée montante. Et bon, finalement, c'était un peu trop compliqué au tournage, mais c'était des exemples, en fait, pour marquer la différence entre les deux temporalités. Mais ce qu'on peut dire en plus sur Slimane, à part que c'était vraiment génial de bosser avec lui parce qu'il était vachement dans l'échange et qu'il voulait raconter la même histoire, qu'il aimait le ton et qu'il aimait vraiment les scripts. On a eu aussi la chance d'être très protégé par notre productrice parce que elle voulait pas qu'on change le texte et que personne ne change le texte, c'est quand même assez génial. Et Slimane, non seulement ça ne dérangeait pas qu'on soit sur le plateau, mais en plus il a aussi accepté parce que ça s'était un peu touché à un moment qu'on voit les premiers montages et qu'on lui fasse des retours. Donc évidemment on faisait des retours ultra bienveillants où on mettait énormément de compliments et on mettait juste des pistes d'amélioration sur certaines choses. Mais de A à Z, ça a été vraiment une équipe. Et ça c'est hyper rare. Je pense qu'on a eu on a eu beaucoup de chance. Et du coup, est-ce que vous avez remarqué qu'en tant que scénariste, on a des alliés en particulier, à part le réalisateur? Est-ce qu'il y a des postes qui sont particulièrement importants à La script. Oui, la script, clairement, parce qu'en fait, quand on est sur le plateau, déjà même hors plateau, c'est elle qui nous contacte le plus souvent. Et c'est elle qui comprend le mieux le texte et qui le connaît le mieux par rapport à tous les autres techniciens. Et sur le plateau, comme le réalisateur, il est dans une tension de malade parce qu'il doit entrer je sais pas combien de séquences par jour et que là c'était ultra complexe parce qu'il tournait en plus sur un mur de LED en réalité virtuelle, personne n'avait jamais fait ça, personne savait comment ça allait se passer et en plus c'était les 2 dernières semaines de tournage, il dormait 3 heures par nuit, enfin voilà. Donc c'est difficile d'aller dire je trouve que la scène c'est pas vraiment ce qu'on a écrit, il faut que tu refasses, etc. Donc bon, c'était compliqué. Passer par la script, je trouve que c'est un peu le rôle clé. Et surtout, c'est elle qui venait nous voir même pour dire est-ce que vous êtes d'accord que là, il y a un problème dans l'intention de comédien. Et du coup, on y allait très doucement et très diplomatiquement. Mais je pense que c'était notre meilleur allié sur le tournage. Et les comédiens d'ailleurs aussi. Oui. Et l'autre super allié, c'est les producteurs. Parce que, en fait, mine de rien, Iris et Roman, ils croyaient vraiment en l'histoire, ils nous défendaient énormément, ils faisaient des retours dans la même direction que nous. Et en chaîne, même si c'est extrêmement bien passé quand même avec les diffuseurs, ils défendaient énormément le projet en fait. Ce qu'ils aiment, c'est génial. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des éléments qui ont été coupés au montage, qui sont dans votre pilote écrit mais qui ne sont pas présents au pilote final? C'est beaucoup de scènes émotions en fait. Par exemple, dans le pilote, il y a une scène où Juliette, qui est la fille de Ludo, et Ludo qui discutent ensemble et on voit leur complicité, ça a été coupé.
montage. Il y a aussi des moments, en fait, comme c'était beaucoup trop long, en fait, ce qui a été privilégié, c'est le policier. Et donc, il y a une scène où Ludovic est en train de discuter avec la sœur de Zoé Morin, pardon, et qui est, je sais pas comment elle s'appelle, Anne-Laure. Voilà. Et en fait, ils étaient, bon, cette scène est basique puisqu'ils discutent juste de est-ce qu'elle aurait pu se suicider ou pas, etc. Mais en réalité, quand on l'avait écrite, cette scène-là, il parlait du fait qu'il ne fallait pas qu'elle reste seule et dans son deuil, etc. Et d'accepter l'aide qu'on pouvait lui proposer. Parce que lui-même ne l'avait pas fait à l'époque. Donc on avait essayé de laisser ça, mais le problème c'était en fin de scène, donc ça a été coupé pour gagner du temps. Il y a aussi, on peut peut-être dire, il y a aussi des scènes Scènes qui ont été rajoutées. Et c'est ça aussi qui a fait allonger ce pilote, c'est que j'ai l'impression qu'on vit quand même pas mal ça sur les pilotes, c'est que les diffuseurs, les producteurs ont envie de rajouter des scènes pour que ce soit très clair, surtout quand là il y a ce motif de VR, on risque de perdre les téléspectateurs. Et je pense qu'ils avaient raison, ils voulaient qu'on incarne tous les personnages. Donc le procureur Orsa, à la base il était que au téléphone, et là il fallait le voir, donc on l'a incrusté dans la scène avec Mélanie et Florence au début, on le voit après dans sa voiture, et pareil, en fait la scène quand Ludo va au domicile de Nathan, qu'il est en train de fêter ses 27 ans avec Florence, c'était une scène qui n'existait pas. Et en fait, ils nous disent, il faut que ces gens-là, comme il va leur arriver des problèmes plus tard, il faut qu'on aime ce couple et qu'on voit qu'ils fêtent leurs 27 ans, qu'ils ont 2 enfants, voir ceux qui risquent de perdre. Et c'est vrai que ils avaient raison. Ouais. Et du coup, malheureusement, on a mordu sur Ludo Parvana, sur Ludo Mélanie, et sur les scènes polars où en fait, on s'interrogeait vraiment à chaque fois pour comment est-ce qu'on remet la thématique dans les scènes polars, pour qu'on se dise, même si tu vois une scène, tu peux savoir que c'est Vortex. C'est-à-dire que ça va te rappeler la thématique. Sauf que, voilà, à l'arrivée, comme c'est une queue de scène, que c'est pas, t'as pas besoin d'une information particulière pour faire avancer, que c'était que émotionnel, ça a sauté. La moralité, faire attention aux queues de scène qui apparaissent. Mais ça a raison, en fait, on essaie dans chaque scène de vraiment mettre la thématique du deuil impossible. Et de montrer, en fait, de l'incarner en fait, de manière différente à chaque fois. Et même son fils arrivé dans l'épisode 2, il lui demande au moment de se coucher, ah papa, est-ce qu'on peut être avec 2 filles à la fois? Donc c'est parce qu'il arrive pas, il hésite entre ses 2 petites copines à l'école, mais c'était une autre manière encore de parler de ce tiraillement. Donc en permanence, on essaie de trouver des idées dans ce sens. Et par exemple, les personnages secondaires, par exemple Kim, a été un peu modifié au fil du personnage, de l'écriture. C'est Isabelle. Les noms ont beaucoup changé. En fait, c'est juste qu'elle a été coupée. Encore une fois, on a renié sur elle parce qu'il n'y avait pas la place, malheureusement. Mais l'actrice était très bien, c'est dommage. Non, super. Du coup, et vous avez pu être associé à tous ces choix, de toute façon, vous avez participé. Dans quelle mesure, justement, vous avez été impliqué dans toutes ces modifications? Ah bah oui, sur les coupes, ils nous ont demandé de couper. C'était des négociations pour savoir où on coupait, ce qu'on gardait, etc. Et après, il y a eu la réalité qui faisait que le pilote, c'est 1h10. Et là, Par rapport au montage, vous avez dit que vous avez pu faire des notes de montage. Comment ça s'est passé de s'intégrer dans la salle de montage, pas forcément un endroit où les scénaristes sont invités? T'es pas invité. ouais. Mais moi, jamais vu cette salle. On nous a envoyé la version de montage. Et en fait, on l'a regardé ensemble avec Sarah. Et on faisait des notes. D'abord plein de compliments. Puis après, des choses, des interrogations. Mais on mettait toujours plein de compliments à l'intérieur. Ensuite, on a rajouté des surprises. Pour que ça soit pas trop déprimé. Après, c'est exemple s'il y en avait où on n'avait pas. J'en ai vu un épisode, on n'avait pas beaucoup parce que j'ai revu nos mails, on n'avait pas beaucoup d'interrogations. Donc c'était plus. Bizarrement, l'épisode 4, on a eu des problèmes à l'écriture. Donc en fait, c'est resté jusqu'au bout, c'est l'épisode 4. Plus de remarques dessus. Le milieu de la série, c'est toujours un moment où il faut être très très attentif. On fera des soirées épisode 4. Là, c'est la soirée pilote. Du coup, on va passer à notre 3e chapitre avec les relations avec les producteurs, avec les diffuseurs. Créer une série, c'est aussi être diplomate tout le long, avec tout le monde, pour que le projet tienne debout et surtout on n'a pas la décolle à la fin, comme tel un avion. Voilà, par exemple.
Mais du coup, voilà, donc, la diplomatie avec les producteurs, par exemple, sur la gestion des retours. Est-ce que vous pouvez nous en parler? En fait, je pense que à chaque fois qu'on démarre une nouvelle collaboration avec des producteurs, il y a quand même une période d'ajustement avec des personnalités différentes. Et c'est vrai que de temps en temps, au début de la collaboration, après c'était idyllique, c'était un peu cash et c'était des remarques directement dans le texte qui nous semblaient un tout petit peu violentes. Donc on a demandé gentiment de mettre dans la marge plutôt les remarques. Et en fait, ça s'est très bien passé. Et finalement, mais j'ai l'impression de faire un truc de thérapie, parler, c'est quand même mieux. Communiquer, je vous conseille vivement. Ça marche. Tout le monde savoir bien le faire. Et avec les diffuseurs, comment ça s'est passé les retours sur vos textes? Ensemble, c'était hyper bienveillant. On avait tous envie de raconter quand même quelque chose d'émotionnel et tout ça. De temps en temps, pareil, ça manquait un tout petit peu de délicatesse. Et je pense qu'en tant qu'auteur, il faut peut-être apprendre, prendre un peu sur soi et poser des questions et demander des précisions. Qu'est-ce que vous voulez dire? Et poser des questions genre, est-ce que c'est ça que vous voulez dire? Est-ce que c'est ça que vous voulez dire? Quand vous dites que le polar est chiant, qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Est-ce que c'est cette scène-là? Est-ce que c'est ce passage-là? De rester calme et en fait, en les obligeant à être plus précis, eux-mêmes se calment et réalisent, parce qu'il y a un moment de panique, ah mon Dieu, ça marche pas. En fait, non, c'est un passage particulier qui ne marche pas et on peut facilement le modifier. Mais aussi, ce qui était pas mal, c'est ce que nos producteurs ont pu faire, c'est qu'on n'envoyait pas de séquencier en chaîne, on envoyait directement le dialogué. Et du coup, le séquencier était filmé en interne et eux ne recevaient que le dialogué. Avec, si ça se passait vraiment mal, c'est vraiment des gros problèmes, on pourrait revenir en arrière, parce que de toute manière, on avait un séquencier. Et donc c'était bien parce qu'il restait assez frais quand même, les diffuseurs. Ils n'avaient pas relu 100 fois. Et c'est quand même bien d'avoir un avis extérieur comme ça et de découvrir avec le dialogue. Oui, il y a en préparant du coup la soirée, on s'est aperçu qu'il y avait que vous êtes aperçu qu'il y avait un pattern du parcours émotionnel du divider au cours d'un projet. Oui, la fameuse courbe émotionnelle du diffuseur. Alors au début, tout est génial. On est les meilleurs scénaristes du monde, notre scénario est ouf. C'est fou dans l'humour et d'émotion, dans la quotidienneté des rapports. Et là, on s'est fait doucher de compléments, mais je pense pendant 20 minutes. Après, j'étais on aurait dû enregistrer, ça n'arrivera plus jamais. En effet, ça n'est plus jamais arrivé. Non, c'est-à-dire qu'au début, ils sont à fond parce qu'ils achètent la série et que nous, en plus, ils ont eu le pilote dialogué d'un coup. Donc, ils sont pas passés par des phases chiantes de 5 versions de séquencier. Ils étaient trop contents. En plus, ils étaient très enthousiastes. C'était Carole Lebert et Joachim de Vasselot. En plus, Joachim, lui qui n'est plus diffuseur maintenant, s'était battu pour avoir la série. Donc en plus, ils étaient trop contents. Mais alors après, il y a une espèce de moment de stagnation qui fait une courbe descendante où tout devient nul. Et nous, on n'a pas l'impression de devenir plus nul. Mais eux, ils nous le disent vraiment, quoi. Donc épisode 3, 4, 5, 6, et ça devient genre... alors qu'on est au dialogué V5 de tous les épisodes, c'est en fait le polar est chiant dans votre série. Et là, c'est très dur. Et c'est ce que disait Camille, c'est mais en fait, à quel moment est-ce que c'est chiant? Et là, ils te disent une scène de l'épisode 2. Et donc, mais ça va, donc on peut changer de cette scène, c'est génial. Donc là, en fait, c'est parce qu'ils flippent, quoi, qu'on va partir bientôt en tournage, qu'ils hésitent à donner l'ultime green light, et que tout d'un coup, ils se disent, mais personne ne va regarder ça, c'est de la VR, on comprend rien. Enfin, ils ont vraiment une psychose, et nous, on prend très cher à ce moment-là, parce qu'émotionnellement, on est un peu rincés d'écrire tous ces épisodes. Et à la fin, mais vraiment le jour du green light, c'est à nouveau, tout est génial. Et alors que 2 semaines avant, on était vraiment des grosses merdes, c'était vraiment rien ne va. Là, on redevient des héroïnes des temps modernes qui avons réussi à faire le Super 52 avec notre équipe. Et c'est vrai que j'avais fait une autre série l'année d'avant et c'était exactement pareil. Donc maintenant, on sait ce qui nous attend la prochaine fois. On ne sera pas dupe des compléments du premier épisode. C'est bien la courbe, comme ça vous savez. Vous en êtes. Enregistrez donc les compliments. Enregistrez les compliments. Pour vous les repasser la nuit. C'est ça, quand ils vous en creux de la blague, sachez que ça remonte après. Après aussi, ils ont un diffuseur. Vous savez, on adore les compliments. Hein. Ah, mais vous avez déjà entendu, mais c'est pas grave, on aime bien les réentendre. Ils ont encouragé dans le bon sens.
Alors, est-ce que vous pouvez nous parler des moments où les producteurs ont été de bons alliés avec vous? Les producteurs. Oui, c'est cela. Très souvent, en fait, franchement, ils faisaient des super retours, ils avaient parfaitement compris la thématique du deuil impossible. Donc, ils faisaient vraiment des retours dans ce sens-là et dans l'émotion, et poussaient vraiment. Et puis même en chaîne, j'avoue que c'était hyper agréable de les avoir parce qu'ils défendaient beaucoup le texte. Ils nous défendaient, donc on se sentait vachement soutenus. Et je sais pas s'il y a un exemple particulier. Je crois qu'on l'a un peu déjà dit, mais sur le texte, c'est quand même assez fou qu'ils défendaient face au diffuseur, même si tout le monde allait dans le même sens. Forcément, le diffuseur, il a sa chaîne, il a sa ligne éditoriale, donc par moment, il va vouloir emmener vers ce qu'on a dit un peu, peut-être trop de nous, ce qui nous semblait plus du pathos, mais qui pour eux était de l'émotion. Et vraiment, le producteur était toujours. En fait, ce qui était assez dingue, c'est qu'il connaissait absolument par cœur le texte et qu'il nous défendait presque mieux que nous, quoi. Qui disait non, mais dès qu'il y avait une remarque, il disait mais scène 3, page 18, il se passe ça. Donc ils étaient à fond. Et le jour où Slimane est arrivé, alors que déjà on était très contente que ce soit lui, donc nous on était prêtes à changer sans aucun problème, il disait il y a juste une scène dans le pilote. Le moment où elle parle aux jeunes délinquants dans son bureau, il y a quand même une réplique qui sonne pas totalement juste pour moi. Et là, notre productrice a dit on ne change pas le texte. Et voilà. Et ça s'est arrêté là. On était incroyable. C'est merveilleux. Alors qu'on était totalement prêtes à changer cette réplique d'ailleurs. Et après, même dans la post-prod, je pense qu'ils ont vraiment gardé à part évidemment les coupes nécessaires qu'il y a dû avoir, mais c'était des problèmes de minutage, donc c'était pas vraiment une traduction du tout de la série. Je trouve qu'ils sont restés fidèles et c'est là qu'ils ont été très forts de A à Z et sur vraiment les comédiens qu'ils ont castés, les chefs de poste qu'ils ont embauchés, à cette histoire qui est racontée. Après, le truc, c'est qu'on peut aussi se cacher derrière cette histoire toutes ces temporalités. C'est tellement compliqué que si quelqu'un changeait une phrase, c'était une catastrophe souvent. Donc en fait, souvent, c'est pas qu'on se cachait, mais c'était facile de justifier, bah non, on pouvait pas changer, parce que s'il dit ça, eh ben, c'est ça qui se passe, et ça. Et par exemple, je sais pas si tu te souviens, mais ils ont juste changé au tournage. Il y a un personnage, ses enfants étaient censés faire du judo, et ils se retrouvent à faire du foot. C'est un personnage tertiaire. Et en fait, ça a eu des énormes conséquences. On voit ça au rush et on panique. Mais en fait, non, c'est pas normal parce que s'il fait ça, c'est-à-dire qu'ils se connaissent alors qu'ils ne sont pas vus depuis une vingtaine d'années, donc ça marche pas. Donc il faut absolument changer la scène de l'épisode 5, etc. Donc c'était vraiment important de rester collé au script. Super. Et bien on passe au dernier chapitre de ce retour d'expérience et c'est justement le bilan de cette expérience. Quel recul vous avez pris sur la création en tant que scénariste? Quelles sont les grandes choses que vous avez compris en menant Vortex jusqu'au bout? Question un peu large, mais, Qu'est-ce que vous referez sur votre prochaine création? peut-être au niveau, on peut diviser sur l'atelier d'écriture par exemple. C'est ce qu'on avait un peu dit avant, mais on pense que la prochaine roue, on fera plutôt 4 matinées et un temps un peu plus long. Donc ça, c'est peut-être 8 semaines. Idéalement, voilà. Donc on va garder cette idée de pitcher vraiment les séquenciers aux producteurs parce que ça marche vraiment bien, c'est très très efficace. Ouais, ah oui, on arrête de faire des pilotes longs parce qu'on se fait tout le temps niquer. Pardon, on se fait avoir au final. Et il vaut mieux faire plus court parce que de toute manière, et les prods et les diffuseurs vont vouloir rajouter des choses. Donc si vous pouvez idéalement être à 45 pages, parce que de toute manière ça va finir à 60. Donc c'est pas mal aussi. Sur le tournage, il y a des choses que vous aimeriez changer par rapport à votre présence. On aimerait bien être payé. Excellent. En fait, il y avait énormément de petites choses qu'on nous demandait, par exemple de résumer les épisodes un peu. Ah, mais pour demain, on doit envoyer ça à un magazine en interne à France Télévisions. Est-ce que vous pourriez rédiger des synopsis courts de 5 lignes, et puis 15 lignes, et puis 20 lignes et puis, est-ce que vous pourriez rédiger les articles de presse qu'on va voir à l'écran? Et plein de petites choses qui prenaient plutôt, mine de rien, à chaque fois, qui étaient très chronophages. Et ça serait cool d'être rémunéré pour ça. Je pensais que vous anticiperez un peu peut-être aussi sur la prochaine création, parce que c'est des choses que vous ferez un peu en amont avant qu'on vous dise c'est pour demain. C'est pour demain. Mais ça, ils le savent. Je sais pas, même là, jusqu'à 23 décembre cette année, ils nous ont appelés. Bon, pour le 26, il faut écrire un sketch sur Thomas revient dans la météo.
juste avant la diffusion de Vortex. Donc merci d'écrire un sketch pour lundi. Heureusement, Guillaume, qui faisait partie de l'équipe, on s'est réunis tous les trois, on a passé 2 heures, on a écrit un sketch qu'ils ont totalement changé, de toute manière. Mais en fait, c'est un peu tout le temps, et tu sais pas d'où ça va venir. C'est soit la région, soit tel comédien, soit... Donc je sais pas si même eux, ils peuvent très très bien anticiper ça, je sais pas. Donc la solution, c'est l'argent. Oui, c'est la solution. Merci beaucoup. On va prendre 2 questions du public. Je pense qu'on a le temps pour 2 questions. Et comme ça, on peut profiter un peu du cocktail qui vous est offert ensuite là-haut. Donc voilà. Une question courte et incisive. C'est parti. Vous avez la pression. Je me suis demandé si vous aviez été tenté si des gens vous ont demandé de parler plus de la machine qui faisait que les 2 personnages puissent parler. Est-ce qu'il fallait résoudre ça au bout d'un moment? Est-ce que c'était quelque chose que vous a demandé de faire et que vous avez mis sur le côté, ou est-ce que vous l'avez fait d'ailleurs? Je sais pas. Les diffuseurs, je crois que c'est Carole qui nous a demandé mais pourquoi est-ce qu'ils peuvent se voir, etc. Et nous, on a expliqué que c'était du fantastique. Ça a dépassé et en fait, il y a eu une mini-scène en pilote où il demande à Agathe mais est-ce que c'est possible que les fichiers se soient corrompus et que de vieilles affaires et que ça fait ça? C'est le seul moment où il essaie d'avoir une explication. Enfin, c'était la négociation qu'on a eue avec Carole. Et c'est ce passage-là qu'on a mis pour se dire qu'il a essayé pendant un instant, essayer de comprendre. On va après se dire mais c'est un truc fantastique de toute manière. Donc ça ne s'explique pas par le sens. Super. Vraiment n'importe quoi. Quelqu'un d'autre peut-être? Question sur le pilote. C'est bon. Bon, bah écoutez, on va se retrouver autour d'un verre pour poser une question. Normalement, vous avez tous reçu le pilote dialogué en PDF. Et si tu n'as pas reçu, c'est la même sur son âge, vous pourrez comparer avec la version FAI qui a été donc 1 an avant pour pouvoir voir un peu comment ça a évolué dans le temps. Voilà, c'est hyper intéressant d'être depuis ça. Et donc, dernière soirée de Vortex lundi prochain. Donc, ça va être l'apothéose. Et puis, nous sommes de belles audiences. Et encore merci à tous pour votre présence. On a une deuxième soirée du Pilote Club qui est prévue le 9 février. Ce sera avec Fanny Herrero qui nous parlera du pilote de drôle. Ce sera normalement ici, dans cette même salle. Voilà. Eh bien, à tout de suite. Merci beaucoup. C'est vrai que t'interroges.